Bonjour à toutes et à tous. Cité Seigneur s'invite chez vous aujourd'hui avec une lecture d'histoire courte grâce à Maria Métral, comédienne que vous connaissez bien, qui va nous lire Histoire pour distraire ma psy de Jean-Louis Fournier. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette lecture, cette nouvelle capsule. Je vais vous raconter des nouvelles dont l'auteur s'appelle Jean-Louis Fournier. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir ces petites histoires. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, eh bien ce sera une découverte. Et pour ceux qui le connaissent, peut-être ils auront plaisir à le redécouvrir. D'emblée, peut-être, il va falloir que je vous présente l'auteur. Il s'appelle donc Jean-Louis Fournier. Il est écrivain, il est humoriste et aussi réalisateur de télévision. Il est né à Calais en décembre 1938. Il a été complice de Pierre Desproges en réalisant les épisodes de la fameuse Minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, entre autres. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette petite Minute nécessaire. Et puis à son actif, il a aussi de nombreux romans, certains largement autobiographiques, des nouvelles également, et aussi des albums pour jeunesse. L'un de ses romans, Où on va papa, publié le 20 août 2008, a reçu le prix Femina durant la même année. C'est un récit bouleversant, hautement autobiographique, qui raconte sa relation avec ses deux fils souffrant d'handicap à la fois physique et mental. Dans ce roman, il manie habilement l'humour, la poésie et l'art de dire avec légèreté les sentiments les plus lourds. Un autre roman fort également, La Servante du Seigneur, publié en 2013. Et ce récit, eh bien, il est consacré à sa fille unique qui brusquement, un jour, a décidé d'entrer dans les ordres. Et depuis, malheureusement, Jean-Louis Fournier n'a plus du tout eu de ses nouvelles. Dans ce roman, c'est un cri d'amour, une bouée jetée à la mer, un portrait filial, émouvant, mais pas larmoyant, à l'humour malicieux, un brin ironique et irrévérencieux. Toutes ces qualités, d'ailleurs, nous allons les retrouver dans ce recueil de nouvelles qui s'appelle « Histoire pour distraire ma psy ». C'est un recueil de nouvelles insolites, loufoques, et là aussi certaines sont vécues et d'autres sont inventées. Ma psy s'ennuie. Elle a de bonnes raisons. Elle voit toute la journée défiler des gens tristes qui lui racontent leur misère, souvent les mêmes. Comme je n'ai pas envie qu'elle s'ennuie avec moi et surtout au prix où je la paie, qu'elle s'endorme, j'ai décidé pour la tenir éveillée de lui raconter mes histoires. Des gaies, des tristes, comme ça vient, comme le temps. Aux dernières nouvelles, ma psy va beaucoup mieux. Je crois même un jour l'avoir vue sourire. Mais ça, c'est une autre histoire. Prime de risque. Oulé est le plus vieux tigre du zoo. Il est majestueux et très impressionnant. Il mesure 1,50 m au garrot. Il est veuf, toutes ses femelles sont mortes et ses nombreux enfants ont été vendus. Il vit seul dans sa cage. Son gardien s'appelle Ouma. C'est un Tunisien de 60 ans. Et il s'est toujours occupé d'Oulé. Il lui a même donné le biberon quand sa mère est morte. Oulé est très attaché à Ouma et Ouma est très attaché à Oulé. Le tigre semble reconnaître ce dont Ouma est particulièrement fier. Par prudence, il ne rentre jamais dans sa cage, mais quelquefois, à travers les barreaux, il se risque à lui gratter le dessus de la tête en l'appelant affectueusement « Weldi ». En tunisien, ça signifie « mon fils ». Depuis une semaine, Oulé tousse sans arrêt et les antibiotiques ne semblent pas faire effet. Le vétérinaire est préoccupé. Ouma est inquiet. C'est lui qui assure les traitements prescrits plusieurs fois par jour et qui demande beaucoup de patience, comme les gouttes dans le nez. Le vétérinaire vient d'obtenir d'un de ses confrères un nouveau médicament américain qui pourrait peut-être sauver Oulé. C'est un médicament qu'il faut administrer tous les jours. Et comme le vétérinaire ne vient que 3 fois par semaine, on a demandé à Ouma s'il pouvait s'en charger. Ouma hésite. Il ne veut pas donner sa réponse tout de suite. Il dit que ce n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. Il va en parler à sa femme. Le directeur du zoo lui a proposé une prime de risque. Ouma a dit qu'il allait réfléchir. Il a ajouté « J'ai 3 jeunes enfants. Il s'agit de mettre à Oulé, tous les soirs,
un suppositoire. Ma psy à Paris. Seule. Rien à l'horizon. Une terre déserte et inhospitalière à perte de vue des cailloux. Parfois un rocher, des trous. Au loin, un lac vide. Je suis sur la Lune. Un ami astronaute m'y a déposé, puis il est reparti. Il avait oublié quelque chose sur la Terre. Il m'a demandé de l'attendre. Il va revenir. Et il m'a dit qu'il ne faisait que l'aller-retour. J'espère qu'il va revenir bientôt. Je me sens un petit peu seule ici. Il est parti depuis 4 heures. Il va bientôt rentrer. J'ai été faire un petit tour. Je me suis assis au bord du lac vide. Il n'y a rien à visiter. C'est pareil partout. J'espère qu'il va rentrer bientôt. Je n'aime pas beaucoup être seule, je m'ennuie. J'aime bien la compagnie. Je ne suis pas exigeant, un animal me suffit. Quand je suis avec mon chat, je ne me sens pas seule, je lui parle. Ça fait 6 heures qu'il est parti. Il va arriver. Même le chat d'un autre, ça me suffit. Mais ici, il n'y a pas le chat d'un autre, parce qu'il n'y a pas d'autre. Personne à qui dire « il fait beau aujourd'hui ». Ça fait 8 heures qu'il est parti, il devrait être rentré. Même une toute petite bête me suffirait, une araignée, une mouche, enfin quelque chose de vivant. Ici, il n'y a rien de vivant, même pas un brin d'herbe. Ça fait 9 heures qu'il est parti, il a dû avoir une panne. Même un serpent. Pourtant, j'ai peur des serpents. Enfin, quelqu'un qui me regarde, qui m'écoute. Ça fait 10 heures qu'il est parti, et s'il ne revenait jamais? J'aime bien me taquiner avec des idées noires. Si on ne me regarde pas, si on ne m'écoute pas, qu'est-ce qui me prouve que j'existe? Ça fait 10 heures qu'il est parti. Oh, 10 heures encore. Ma montre s'est arrêtée. Il n'y a plus de temps, plus rien. Il ne va pas revenir. Il n'y aura personne pour me tenir la main, pour me dire des phrases consolantes. Personne pour me fermer les yeux. Allô, c'est la Noiraude. Je viens d'inventer une vache qui parle. Elle téléphone tout le temps à son vétérinaire. Je l'ai appelée la Noiraude. Pas seulement à cause de sa couleur, mais à cause de ses idées noires. Qu'est-ce qui ne va pas encore, la Noiraude? Avec la Noiraude, il y a toujours quelque chose qui ne va pas encore. Elle est vieille, elle est grosse, elle est moche, ses cornes ramollissent, ses veaux sont ingrats. En plus, la Blanchette se moque d'elle. Hier, elle lui a dit qu'une blanche vaut 2 noirs. La Noiraude est mal dans sa peau parce que elle a un cœur de biche enfermé dans une carcasse de viande de boucherie. Et l'idée m'est venue à campagne. Mon voisin, un vétérinaire, a installé à l'extérieur de sa maison une grosse sonnette de téléphone pour pouvoir l'entendre quand il travaille dans son jardin. Chaque fois que j'entends la sonnette, je pense à mon père. Il était médecin. Et quand le 755 à Arras sonnait, c'était toujours pour lui. Tous les dimanches après-midi, la même cliente appelait. Elle s'ennuyait, elle broyait du noir. Alors elle appelait le docteur. Ça doit être pareil pour les vaches. Certainement que le dimanche, dans l'Oise, il y a une vache triste qui rumine des idées noires et appelle son vétérinaire. Elle n'appelle pas pour dire « Bonjour docteur, comment allez-vous ?» mais pour parler d'elle. C'est pareil pour les hommes. Les personnes qui appelaient mon père, ce n'était pas pour lui demander de ses nouvelles. Pourtant, il n'allait pas très bien. S'il buvait 40 beers par jour, c'était pas pour rien. Quand il soignait un client, le plus malade des deux, ce n'était pas toujours le client. Quand on a peur de mourir, on appelle le docteur pour qu'il vous empêche de mourir. Moi, je ne peux plus l'appeler. Il est mort. Et quand on a peur de vivre, qui on peut appeler? Chaque fois que ma mère meurt, ma mère s'est piqué le doigt à une rose. Elle nous a dit qu'elle allait avoir le tétanos. Le tétanos est une maladie terrible, on ne peut pas la soigner. Quand on l'a, on meurt. Elle nous a raconté que quand on a le tétanos, on a tellement de température que le sang se met à bouillir. En plus, on devient tout raide,
On fait un arc de cercle dans son lit et quand on meurt, on n'arrive pas à fermer le couvercle du cercueil. Si la blessure est à la main, la mort arrive 10 jours après, 20 jours si c'est le pied. Ma mère va mourir dans 10 jours. Pour ne pas l'oublier, je l'ai écrit dans mon agenda. Ce sera le 9 juillet, le jour de la Sainte-Amandine, pendant les grandes vacances. Le 11 juillet, elle est encore là. Elle a oublié qu'elle devait mourir ce jour-là ou alors elle n'avait pas le tétanos. Ce sera pour la prochaine fois. La prochaine fois est arrivée très vite. Ma mère s'est blessée au pied, mais comme c'est au pied, on a un peu de temps devant nous. Elle mourra seulement dans 20 jours. 20 jours plus tard, ma mère n'est pas morte. Il a fallu qu'elle trouve quelque chose d'autre que le tétanos, et elle a trouvé. Elle a eu une tumeur au cerveau, puis la tuberculose, puis plein d'autres maladies qu'elle avait lues dans les livres de mon père. Pourquoi elle nous racontait toujours qu'elle allait mourir? Le jour où ma mère est morte pour de vrai, je n'ai pas voulu la croire. Les feuilles mortes. Mon petit garçon est mignon. Il rit toujours. Il a des petits yeux noirs et brillants comme les rats. J'ai souvent peur de le perdre. Il mesure 2 cm de haut. Pourtant, il a 10 ans. Quand il est né, on a été surpris, un peu inquiets. Le docteur nous a tout de suite rassurés. Il a dit « Il est tout à fait normal. Patientez. C'est un petit retard, il va grandir. » On patiente, on s'impatiente. On ne le voit pas grandir. 10 ans plus tard, l'entaille qu'on a faite dans la plainte pour marquer sa taille quand il avait 1 an est toujours valable. Aucune école n'a accepté de le prendre sous prétexte qu'il n'est pas comme les autres. On est obligé de le garder à la maison. On a dû engager quelqu'un à domicile et c'est très difficile de trouver quelqu'un qui accepte. C'est beaucoup de soucis et de responsabilités. Il est si petit, on a peur de le perdre. Surtout qu'il est très farceur. Il adore se cacher et il ne répond pas quand on l'appelle. On passe son temps à le chercher. Il faut vider toutes les poches des vêtements, le chercher dans tous les tiroirs, ouvrir toutes les boîtes. La dernière fois, il s'était caché dans une boîte d'allumettes. Faire sa toilette est difficile. On a toujours peur qu'il se noie dans la cuvette ou qu'il file par la vidange du lavabo. Le plus dur, c'est de lui couper les ongles. Pour connaître son poids, on doit aller à la poste, le mettre sur un pèse-lettres. Récemment, il a une rage de dents. Aucun dentiste n'a voulu le soigner. J'ai dû l'emmener chez l'horloger. Chaque fois que des parents ou des amis le voient, ils disent « Oh, comme il a grandi !» Je ne les crois pas. Je sais bien qu'ils disent ça pour nous faire plaisir. Mes amis dont les enfants grandissent me plaignent. Ils essaient de me consoler. Il y en a un qui m'a proposé de le conduire à Lourdes. Un jour, un médecin plus courageux que les autres nous a dit qu'il ne grandirait jamais. Le coup était dur. Petit à petit, on s'est habitué, on a vu les avantages. On n'a pas à se poser la question de savoir ce qu'il va faire quand il sera grand. On peut le garder avec nous, on l'a toujours sous la main, il n'est pas encombrant, on se le met vite dans la poche. Et il ne paie pas dans les transports en commun et surtout, il est affectueux. Il adore nous chercher des poux dans la tête. Un jour, on l'a perdu. C'était l'automne. Et j'ai passé la nuit à soulever les feuilles mortes, une à une. Je ne l'ai jamais retrouvé. À la Clairefontaine. Madame Biot a le teint clair comme une endive. Elle est un peu fière. Elle regarde les autres avec l'air condescendant de ceux qui se croient immortels. Elle méprise ceux qui mangent de la viande, ceux qui fument, ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui ne font pas bio, mais joviaux. Madame Biot refuse de respirer l'air de tout le monde, elle le filtre. Quand elle sort avec son vélo, Madame Biot se met sur le museau un masque en papier qui la fait ressembler à un grand oiseau. L'été, les Biot partent en 2 chevaux à la campagne où ils ont une petite maison. Ils vivent de pêche et de cueillette. Madame Biot cuisine remarquablement les orties dont elle fait une soupe délicieuse. L'été, pour se purifier, ils font des orgies d'eau. Ils ne boivent que l'eau de la fontaine du village. Chaque membre de la famille a en permanence sur lui une bouteille de cette eau. Ils en boivent près de 2 litres par jour. Ils la consomment fraîche, sans jamais la faire bouillir pour ne pas détruire ses principes actifs. À la tombée du jour, c'est un rituel.
La famille Biot va, en chantant à la Clairefontaine, avec une petite charrette, remplir des bidons et des bouteilles plastiques. Ils puisent dans l'eau leur énergie, leur bonne santé. Elle contient, paraît-il, des éléments ferrugineux et elle a la propriété de guérir certaines maladies. Tous leurs enfants ont été élevés à l'eau de la fontaine. Ils ont converti à l'eau de la fontaine tous leurs amis. Récemment, Madame Biot a fait envoyer à une amie qui vient d'accoucher un jerrycan d'eau pour le bébé. Un soir, comme ils se rendaient chercher de l'eau, une horrible surprise les attendait. Sur la fontaine, dont on venait enfin de faire analyser l'eau et qui continuait à couler en toute impunité, était accroché un grand panneau. Attention, eau non potable, danger de mort. Interdit de mourir. Dans un sondage sur les peurs de la population française, la mort est arrivée première. Le président de la République a alors décidé que la grande cause nationale de son quinquennat serait l'abolition de la mort. Le ministre de la Santé a été chargé de dresser un inventaire de toutes les causes possibles de mort. Le Parlement a légiféré ensuite pour éliminer chacune de ces causes. Il a commencé par interdire le tabac et le bacille du choléra. Il a décidé d'interdire le sucre à cause du diabète, puis le sel à cause de l'albumine, puis le beurre à cause du cholestérol. Et il a décidé aussi d'interdire les voitures à cause de la pollution et des accidents. Il a décidé d'interdire les couteaux qui coupent. Il a décidé d'interdire les piscines à cause des noyades. Il a décidé d'interdire la mer à cause des tempêtes et des naufrages. Il a décidé d'interdire le soleil à cause des coups de soleil. Il a décidé d'interdire les champignons. Il a décidé d'interdire la neige à cause des avalanches. Il a décidé d'interdire le vent à cause des ouragans. Il a décidé d'interdire les allumettes à cause des incendies. Il a décidé d'interdire les volcans à cause des éruptions. Il a interdit l'alcool, dans lequel on se noie, et le poison qu'on boit. Il a interdit la corde avec laquelle on se pend, les lames de rasoir avec lesquelles on se taillade, le revolver avec lequel on se brûle la cervelle, les fenêtres d'où on se défenestre, et le canal triste où le désespéré se jette au petit matin. Il a interdit les serpents venimeux et les taureaux furieux. Il a interdit les tigres sanguinaires et les moustiques en colère. Il a interdit le rire parce qu'on peut en mourir. Il a interdit les aiguilles qui tournent et les horloges qui sonnent, le temps qui s'en va, les agendas et la mort qui s'ensuit. Pour gagner du temps, un conseiller plus malin a donné au ministre de la Santé une idée. Pourquoi, pour aller plus vite, tu n'interdirais pas tout simplement la vie ? Pan, t'es mort. Le voyage avait bien commencé. 2 places vides en face de moi, des voisins discrets, une professeure qui corrigeait des devoirs, un grand monsieur qui travaillait sur son ordinateur et les autres qui lisaient ou rêvassaient en regardant dehors. Dehors, c'était le printemps. La campagne déroulait une moquette neuve, toute verte. Tout s'est gâté à Tours quand il est monté avec sa mère. Et il s'est installé en face de moi, sa mère à côté. Je l'observe. Il doit avoir 7 ans. Il est gros, il est moche, il bouffe sans arrêt des bonbons, il a un Walkman sur les oreilles. Il a commencé par manger bruyamment et goulûment un cheeseburger, puis il a sorti de son sac un petit revolver qui fait des étincelles et du bruit. Chaque fois que quelqu'un passe dans le couloir, il le vise et le tire en disant « Pan, t'es mort !» Ce qui chaque fois fait glousser son adorable maman. Passe beaucoup de monde dans le couloir. Au début, ça peut faire rire, à la 100e, ça lasse. Le TGV roule à plus de 300 à l'heure, je voudrais qu'il aille encore plus vite, qu'on en finisse. Les fenêtres du TGV ne peuvent pas s'ouvrir. Dommage, je le jetterais bien par la fenêtre. Les passagers commencent à être excédés. La maman ne se rend compte de rien. Elle a les yeux fermés. Elle dort. Un voisin s'est levé et lui a demandé de se taire. Il a été visé par le revolver. Il a eu droit à son « Pan, t'es mort !» La professeure est hors d'elle. Elle doit mettre des mauvaises notes pour se venger. Je n'arrive plus à me concentrer sur mon livre. Je compte les « Pan, t'es mort !» J'ai élevé la voix pour lui demander fermement d'arrêter et de me laisser lire en silence. Je ne sais pas s'il m'a entendu à cause de son Walkman. En tout cas, ça l'a bien fait rire. Il m'a visé, il a tiré, pan, j'étais mort. Alors, le grand monsieur qui travaillait sur son ordinateur à quelques rangs de nous s'est levé, lentement,
Il s'est approché de lui, il a sorti de sa poche un 7,65 automatique et calmement, il a vissé dessus un silencieux. Le gamin, ravi qu'un adulte vienne jouer avec lui, l'a mis en joue avec son petit pistolet. Il n'a pas eu le temps de dire « Pan, t'es mort ». C'est lui qui était mort. Le grand monsieur lui avait tiré une balle en plein cœur. Le wagon, reconnaissant, a applaudi. J'ai l'impression d'avoir choqué ma psy. J'avais une fille. Avant, j'avais une fille. Je l'aimais bien. Elle était belle, elle était drôle, on riait ensemble. Et puis il est arrivé, avec sa gueule de faux cul et ses oreilles pointues. Il a raconté qu'il était prof de philo à la Sorbonne, qu'il était en train d'écrire un livre de philosophie, qu'il était pote avec Aristote, copain comme cochon avec Platon, et elle l'a cru. Maintenant, ma fille, je ne la vois plus. On ne rit plus ensemble. À cause de lui, elle n'a plus envie de rire. Il lui raconte des blagues pas marrantes. Il lui parle de Dieu comme s'il le connaissait. Il lui dit que la vie, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est la vie après la mort. Elle répète consciencieusement ses bêtises à tout le monde. Avant, j'étais fière d'elle. Maintenant, j'ai peur qu'on se moque d'elle. Je ne sais pas si gourou au pluriel, ça prend un X, mais ça prendrait bien ma main dans la gueule. Devenir chat. J'ai demandé à mon ami vétérinaire de me faire une piqûre. Pas la dernière piqûre. Celle qu'on fait aux animaux quand ils souffrent ou quand ils sont trop vieux. Une piqûre pour devenir chat. J'en ai marre d'être un homme, c'est trop difficile. Je suis jaloux quand je vois la vie de mon chat. D'abord, il est beau, toujours beau, même quand il se réveille le matin. Le matin, il n'est pas obligé de se laver les dents, de choisir un vêtement, il ne regarde pas le thermomètre avant de sortir. Il s'habille pareil hiver comme été. Il n'a pas de chaussures à cirer, il n'a pas peur de faire des taches sur son costume, il n'est jamais obligé d'être à l'heure, personne ne l'attend. On ne lui demande pas de faire quelque chose, il n'a pas à faire ses preuves. Il fait la sieste toute la journée. Il essaie d'attraper les mouches, il joue avec de jolies chattes auxquelles il fait des chatteries et des chatons. Il n'est pas obligé de nourrir ses chatons, de leur payer des études. Et surtout, il est insouciant. Il paraît qu'il ne pense jamais à la mort. Il ne sait même pas qu'il va mourir, le vénard. Mais attention, si je deviens chat, j'ai prévenu mon vétérinaire qu'il n'essaie pas de me castrer. La voiture de tête. Il a montré son billet au contrôleur qui lui a dit qu'il était dans la voiture de tête et avec son doigt, il lui a désigné là-bas. Il a bien fait d'arriver en avance. Il a pris ses valises à deux mains et il est parti pour remonter tout le train, jusque là-bas, la voiture de tête. Il marche un moment, le train est long, il n'en voit pas le début. Il passe sous un grand pont en ferraille noire qui tremble de la circulation des voitures. Il avance rapidement sur le quai, malgré ses valises. Plus tard, il passe sous un enchevêtrement de rocades grouillantes d'automobiles. Plus tard, il est en plein soleil, hors de la gare. Il traverse des faubourgs, puis la banlieue, avec ses petites histoires et ses jardinets de moins en moins nombreux. Ses valises sont lourdes. Le train est d'une longueur infinie. Des oiseaux chantent, des champs de colza en fleurs bordent la voie. Il est en pleine campagne. Le quai n'est plus maintenant qu'un talus avec des gros cailloux. Il se tord les pieds. Parfois, il s'arrête pour poser ses valises et s'éponger le front. Le train est d'une longueur infinie. Il regarde sa montre, il n'arrive pas à lire l'heure, il commence à faire sombre. Le ciel est rouge, les ombres s'allongent, le soir tombe. Il continue à avancer le long du train. À un moment, il pense s'arrêter pour la nuit. Mais si le train part pendant ce temps, il continue à marcher le long du train toute la nuit. Le train est d'une longueur infinie. Le jour s'est levé. Il est épuisé, il a faim, il a soif, il rêve d'une douche. Il avance plus lentement, sa barbe a poussé, ses valises sont toujours aussi lourdes. Au loin, une agglomération. Il traverse des casses de voitures, une zone industrielle, des entrepôts, une nouvelle banlieue, des faubourgs, puis une ville. Il est usé. Il titube de fatigue. Enfin, il lui semble voir
Ou n'est-ce qu'une impression? La voiture de tête. C'est elle. Elle est dans la gare, elle l'attend. Il reconnaît la gare. C'est sa gare de destination. Il n'a plus besoin de monter dans le train. Il est arrivé. J'espère que vous avez eu du plaisir à écouter ces petites histoires décalées, loufoques, mais parlant de vraies choses, de la vie, de la mort. Et ce ton qu'il a, ce ton qu'utilise Fournier, toujours un petit peu à la limite, avec beaucoup de poésie et de bienveillance. Voilà, j'espère qu'il vous a touché au cœur et que vous aurez l'envie de lire ces petites histoires pour distraire ma psy et découvrir aussi les autres romans dont je vous ai parlé. Peut-être à la prochaine. Merci.